Donc voilà, deuxième causerie. Alors comme d'habitude, vous gérez vos micros. Donc j'enregistre, comme ça on pourra y revenir. Alors je vous ai envoyé une liste de sujets pour alimenter nos échanges. J'espère que vous l'avez tous reçu. Mais de toute façon, je vous les rappellerai s'il faut. Tout d'abord, je vais partager avec vous quelque chose qui me fait très plaisir, qui est la couverture du livre. Je pense que vous l'avez tous vu d'ailleurs, finalement. C'est très compliqué cette affaire. Je vais arrêter de partager. Mais donc, bonsoir Guillaume. Bonsoir, désolé du retard. On est Bonsoir à toutes et à international tous. parce que Guillaume est à Barcelone. Oui, donc la couverture, je suis très content de cette image. J'espère qu'elle fera son objet, qu'elle impactera. Et puis, il y a cette phrase que j'ai modifiée: si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde à l'intérieur le joyau de vie que tu es, qui, dans le fond, résume assez bien l'objet du livre. Donc, je ne vais pas revenir sur deviens qui tu as à être, qui est mon sujet depuis des années. Vous qui êtes là, vous le savez depuis un moment. Il y a toujours cette phrase qui résume aussi bien le sujet, qui dit « L'être que je suis, qui s'incarne, se manifeste à travers la personne que je deviens, au-delà des circonstances et des conditionnements. » Rien qu'avec cette phrase, d'ailleurs, on peut faire la causerie parce qu'elle évoque presque tout. Donc, je vous ai envoyé une liste de sujets dans lesquels vous pouvez piocher. Je me suis dit que ce soir, ce serait une causerie en roue libre en fonction des questions que vous posez. Et donc, j'ai mis dans cette liste plein de choses. Vous l'avez tous vue, sinon je vais la parcourir. Mais sinon, je vous donne la parole. Si quelqu'un veut que je revienne sur un des points de cette liste. C'est-à-dire, je dirais que le menu est tellement gourmand que… Oui. Mais… On hésite. Annie, vous avez moins l'habitude, vous avez bien été interpellée par l'un de ces sujets. Oui, il faut que je reprenne la liste, là, à vrai dire, Thierry. Bon, il y a le joyau, il y a la singularité, il y a l'amour, il y a les talents. Il y a cette phrase « l'être que je suis est différent de l'enfant de mon histoire » qui elle-même interpelle. Certains d'entre vous sont déjà très habitués à cette phrase, mais quand même. Moi, je veux bien proposer un… Enfin, j'ai levé la main. Dans toutes les jolies choses que vous avez évoquées, il y a un truc que moi j'aime bien. Enfin, au-delà de cette première liste, c'est le quart d'heure de merditude. Ah, j'y allais aussi. Et je dois avouer que je ne sais pas si ça peut permettre un débat entre nous maintenant, mais moi, ça m'a bien aidé de conceptualiser cela parce que on est dans un monde de performance dans lequel on se perçoit des fois un peu comme des machines. D'abord, on est entouré de machines et de systèmes d'une grande efficacité. Et on a de plus en plus de mal, du moins c'est un peu l'impression que j'ai en ce qui me concerne, à garder notre fragilité, notre variabilité d'humain ou même d'animal. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Et il y a des jours où on est super efficace et puis il y a des jours où on merde complètement. Je suis plutôt dans la deuxième option depuis hier. Mais, et donc, je trouve que c'est très important parce que ça nous ramène à notre fragilité, humanité probablement, et que ça donne une respiration terrible. Alors voilà, c'est juste, s'il fallait choisir un sujet, c'est le premier qui me plaît, moi, pour ce soir. Ben, on peut en parler. Est-ce que l'un d'entre vous veut commenter ce point?
Ben, moi, c'est celui qui m'a appelé le plus aussi, j'avoue. Alors, Là, voilà. Et parce que je viin d'écrire, je suis en train de travailler sur un référentiel de leadership et je ne sais même plus d'ailleurs de quelle qualité je parlais, mais je me disais, ben, finalement, voilà, quelqu'un qui sait reconnaître ses instants de merditude, ben, c'est quelqu'un qui est déjà quand même bien, voilà, bien en confiance et qui a déjà fait un travail suffisant sur lui, en tous les cas, pour être agréable à lui-même et accessible aux autres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis après, peut-être un témoignage plus personnel, c'est que moi, j'ai été très dans le perfectionnisme, dans la réussite, dans le côté travaillomane, très travaillomane. Et, et, et donc, évidemment, il y a eu les discussions avec Thierry, mais il y a aussi un bouquin de Tahar Benjelal sur encore en train d'écorcher son nom. Bref, ce sera mon instant de merditude, mon instantané de merditude. et, et découvrir qu'on pouvait ne pas être parfait. Voilà, ça donne une respiration et ça retire un peu de pression. Donc moi, ça m'a aidé pas mal. alors, par rapport au leadership, je me souviens c'était il y a 20 ans, dans un séminaire sur le leadership, justement, Frère Samuel de la confrérie de Saint-Jean, s'il vous plaît, un phénomène qui se promenait beaucoup dans tous ces endroits du management et du leadership, a dit un leader qui ne reconnaît pas ses fragilités est un type dangereux. Et j'avais bien aimé. Et il avait ajouté cette phrase que j'ai gardée, nous devons consentir à ce que nous sommes. Et alors moi, je l'ai complété en disant consentir à ce que nous sommes pleinement, seulement. Et ça résonne avec cette idée que nous sommes à la fois magnifiques et merdiques. Et alors, le quart d'heure de merditude, c'est une drôle d'histoire parce que c'est né en 82, enfin à partir d'une expérience en 82, non 85. J'étais avec des disciples d'Osho, c'était tout un groupe, et il y avait un atelier, enfin un groupe qui allait démarrer, et on cherchait l'animateur. Soudir, parce qu'il s'appelait Anand Soudir, parce que c'était les noms de disciples à l'époque. Anand Soudir, on ne trouvait pas, et pourtant l'atelier allait démarrer dans un quart d'heure. Et puis après, j'ai entendu qu'en fait, on l'avait retrouvé, et il était dans un placard à balai, en train de sucer son pouce. Et alors moi, j'étais novice à cette époque-là, en 85, et j'ai quand même un mec qui fait des ateliers, qui enseigne aux autres. Franchement, c'est un peu nul d'être dans un placard à balai en train de sucer son pouce. Et une autre disciple m'a dit, mais non, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il est très malheureux parce qu'il est amoureux d'une femme qui n'est pas amoureuse de lui. Et donc, il est malheureux. Et plutôt que de faire semblant et de se la jouer, eh ben, il est allé dans le placard à balai, sucer son pouce, parce que là, il ne peut pas se raconter d'histoire. Et j'ai compris à ce moment-là que cet homme avait l'intelligence de s'offrir un quart d'heure de merditude pour aller au-delà. Et ça, c'était tout à fait typique des enseignements d'Osho. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben ne vous jugez pas. Soyez merdique, mais soyez merdique les yeux ouverts. Et donc, cet homme, dans le placard à balai, ne pouvait pas se raconter d'histoire, parce que là, on ne peut pas faire semblant d'être qui on n'est pas, quoi, quand on va dans un placard à balai. Et donc, j'avais trouvé que cette expérience était vraiment riche. Ah, voilà. Était vraiment riche parce que reconnaître que nous sommes misérables, merdiques, accepter nos fragilités, sortir de cette espèce de prisme invraisemblable où on doit être parfait, on doit être un surhomme, on doit être un Superman, on doit être performant, etc. Sortir de cette représentation et accepter que nous sommes simplement des êtres humains. Et pour rebondir sur ce que disait Guillaume, reconnaître qu'au départ, nous sommes des animaux
avec des trucs assez merdiques, quoi, parce que on voit bien les uns les autres et les êtres humains autour de nous, comment on peut être dans des pensées un peu nulles, des impulsions un peu catastrophiques, des désirs inavouables. Enfin, parce que nous sommes le siège d'instincts, d'émotions et de vibrations vivantes. Et comme les êtres humains ont toujours eu peur de leur sensualité, pour ne pas dire de leur sexualité, et comme les hommes ont toujours eu peur des femmes, on a mis en place tout un tas de systèmes et de schémas pour être ce que nous ne sommes pas. Et donc, j'avais trouvé extrêmement important à l'époque, c'était, vous voyez, en 85, de comprendre que j'étais merdique de temps en temps. Et oui, oui, je suis comme ça, parce que je ne suis qu'un être humain. Mais alors, regardez ces parties de nous qui ne sont pas les plus montrables, parce que c'est un peu toute l'histoire. Nous donnons à voir, nos personnalités sont les masques que nous donnons à voir aux autres pour nous cacher justement de nos merditudes. Alors, il faut enlever le masque, reconnaître nos merditudes et cesser de les juger. Et c'est en faisant ce travail de prise de conscience, de reconnaissance, que progressivement, moi c'est mon expérience, toutes ces fragilités ou toutes ces merditudes ont cessé d'avoir autant d'impact et m'ont permis d'accéder à plus de sérénité. Aujourd'hui, je suis assez tranquille. Alors c'est peut-être l'âge, mais je pense qu'il y a beaucoup le développement de la conscience de soi, il travaille sur soi et l'absence de jugement. Parce que qui a à nous juger? Donc le quart d'heure de merditude, c'est un outil très précieux. Et donc, j'ai recommandé à chacun d'entre vous de vous offrir un quart d'heure. Alors, l'expérience m'a montré que c'était plutôt 20 minutes. C'est-à-dire que quand on va dans quelque chose qui nous dérange, et on va dedans les yeux ouverts, consciemment, sans jugement, avec affection, avec bienveillance pour soi. On peut même aller chercher l'enfant qui est là au fond de nous et qui est, ou l'adolescent, qui est embarqué par quelque chose qu'il devrait maîtriser, mais oui, mais c'est plus fort que lui. Eh bien, allez là-dedans et lui parler. Généralement, au bout de 20 minutes, on passe à autre chose. Mais c'est 20 minutes de merditude, ça ne va pas très bien, donc j'ai appelé ça le quart d'heure. Comment ça vous parle? Et alors, nous avons un nouveau participant. Ouais, bonjour Thierry, c'est Étienne Casal, pareil, désolé. Bonjour Étienne. Sandrine et Guillaume ont proposé de parler du quart d'heure de merditude. Et donc, c'est pour ça que j'étais là-dessus, quand vous nous avez rejoint. Je ne sais pas encore à ce concept, mais très bien. Pardon? Je n'ai pas regardé la vidéo de la dernière causerie, mais allons-y, passons un quart d'heure. Non, mais le quart d'heure de merditude, vous pourrez le retrouver dans le livre. Le quart d'heure de merditude, c'est simplement l'idée que nous sommes tous magnifiques et merdiques et qu'il faut accepter ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que parler de nos fragilités, reconnaître nos fragilités, est quelque chose de beaucoup plus accessible. On est un peu moins dans cette idée qu'on est quelqu'un de parfait, d'impeccable. D'ailleurs, on voit bien à quel point tous ces hommes parfaits, impeccables, ont des travers invraisemblables dès qu'on lève le tapis. Donc, autant afficher directement qu'on a des fragilités et les reconnaître. J'ai dit, je crois, oui Diane, j'ai dit dans la dernière causerie, j'ai évoqué le cas d'un dirigeant que j'ai coaché qui, justement, était dans une recherche de perfection par peur d'être mal jugé par ses actionnaires, pour simplifier, et il mettait une pression énorme sur ses N-1, parce qu'il avait peur que si N-1 n'était pas performant, ça lui retomberait dessus, pour simplifier. Alors, en travaillant sur le quart d'heure de merditude, entre autres, il est arrivé à l'idée que dans le fond, il était imparfait et qu'il avait le droit de l'être.
Et j'ai dit ça dans la dernière causerie, c'était très impressionnant parce qu'un peu plus tard, il a dit à son équipe, bah, écoutez, j'ai compris que j'étais imparfait et que vous aviez le droit d'être imparfait. Et ça, évidemment, ça a bluffé complètement son équipe, mais ça a complètement changé les relations. Parce qu'à partir de là, c'est devenu plus fluide entre eux. Et d'ailleurs, les performances ont été nettement supérieures. Donc, voilà l'idée de la fragilité ou du quart d'heure de merditude. Étienne. Étienne, vous avez reçu la liste des sujets que j'ai proposés? Personne ne regarde rien, c'est absolument… Vous avez Franchement, envoyé un rappel, j'ai regardé votre rappel d'inscription, j'ai même oublié. bon. Mais il y a plein de sujets dans cette liste qui sont très variés. Je trouve d'ailleurs assez intéressant que vous commenciez par le quart d'heure de merditude. Enfin, bon. Diane. Oui, moi, je voulais juste ajouter une dimension à cette notion, en dehors du fait que moi, elle m'a beaucoup accompagnée aussi et permis de lâcher le perfectionnisme et de faire baisser la pression. Donc, c'est un très bon outil, je confirme. Et puis, je crois aussi, ça rejoint le sujet qui m'occupe beaucoup en ce moment et qui va être celui de mes deux prochains, enfin de mon prochain atelier, c'est ce sujet de la vulnérabilité. Et aussi du fait que c'est à partir de cet espace-là, je crois, de vulnérabilité et d'acceptation de ces moments de fragilité et de merditude, qu'on peut être dans une relation authentique à l'autre. Ça permet ça. Voilà. J'avais envie de dire ça, c'est ce qui m'est venu et je crois que c'est très important parce que finalement, cette histoire des relations véritables, être en lien véritablement avec une personne, quel que soit le contexte professionnel ou amical ou amoureux, part, je crois, de cet espace-là d'acceptation plein et entier de qui on est, de merveilleux et de merdique à la fois. Voilà. Moi, je voudrais rajouter, si je peux, derrière Diane, parce que je suis entièrement d'accord et je faisais le même lien, en fait. C'est-à-dire que merditude, il y a un petit côté provocateur, bon, ok, mais c'est tellement simple, en fait. Et pour aborder ces notions-là, on a besoin de redescendre et d'être dans des actions concrètes. Mais le lien entre merditude, vulnérabilité, humilité, pour moi, ça, c'est des valeurs essentielles. On parlait de leadership tout à l'heure et c'est ce qui, de mon point de vue, fait le contre-pied à la puissance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la puissance s'il y a de la vulnérabilité, bien équilibré. Il peut y avoir de la puissance s'il y a de l'humilité et de l'humanité. Donc, être dans ces nuances-là, je trouve que c'est ça dont on s'est éloigné lorsque l'on a parlé de leadership pendant des années, à dire effectivement les gens ultra puissants, la promotion de l'arrogance, de la force. Alors que la force, elle peut venir aussi de la douceur, de la bienveillance. J'avais une histoire aussi, enfin, que vous connaissez Thierry, parce que vous étiez avec moi. J'avais demandé à Thierry d'accompagner mes équipes. Je dirigeais un comité de direction. Et j'avais un collaborateur qui était vraiment brillant, avec excellent professionnel et avec des qualités humaines largement au-dessus de ses collègues, en fait. Alors, j'essayais de pas trop le montrer, mais voilà. Et pourtant, il avait une espèce de dureté qui était vraiment difficile parce que ça se traduisait par de l'exigence, mais aussi beaucoup de pression. Beaucoup de pression vis-à-vis de ses équipes et aussi vis-à-vis de lui-même. Et on avait fait un atelier avec Thierry et je le sentais complètement déboussolé, perturbé, etc. Et on parlait de bienveillance. C'est quoi la bienveillance? Et au final, je lui avais dit, mais
pour être bienveillant avec les autres, il faut être bienveillant avec soi-même. Et là, j'ai eu l'impression que c'était comme un truc qui s'effondrait, mais qui lui a ouvert en fait un espace qui lui a permis à partir de ce moment-là d'être beaucoup plus ouvert aux autres et beaucoup plus disponible à lui-même en fait. Et il a gagné simplement par ce changement voilà, c'est juste 1 millimètre, le petit pas de côté dont on parle tout le temps, c'est le millimètre qui lui a permis de comprendre que mince, ça part d'abord de moi. Et voilà, moi je trouve que c'est ça le quart d'heure de merditude, c'est de dire on peut, ça sert à rien d'être exigeant avec les autres. Si on est ultra exigeant avec soi-même, il y a un truc qui ne va pas en fait. Donc s'accorder ça, c'est aussi se donner la possibilité d'être plus sympa avec les autres, tout simplement, et donc plus disponible aux autres. Donc on a le droit, en fait, on a le droit, parce que c'est bien à la fin. C'est pas seulement bien pour soi, mais c'est bien pour les autres. J'allais évoquer la bienveillance. Et ce moment auquel j'ai assisté, où vous avez dit à ce groupe, pour être bienveillant avec les autres, il faut d'abord être bienveillant avec soi-même. Et effectivement, mais vous avez dit, on s'est éloigné de cela. Moi, je ne crois pas qu'on soit éloigné. Je crois que l'histoire des sociétés humaines montre que, au cours du dernier millénaire, enfin, c'est tellement, mais ça remonte très loin, que les mâles, les rois, les guerriers, parce qu'on a été en guerre tout le temps. Et donc, l'expérience humaine, elle a été tellement marquée par ces rapports de force, cette violence qui est quand même invraisemblable dans l'histoire humaine, que on arrive au XXe siècle et au XXIe surtout en prenant du recul et enfin d'ailleurs les femmes commencent à prendre leur place. Mais vous voyez, il faut pas se tromper sur l'histoire parce que d'abord les femmes, elles étaient très occupées. J'ai dit dans les points que je citais Balzac, 1850, une citation incroyable, 12 enfants, 12 malheurs, 2 enfants, 2 bonheurs. Et donc, les femmes n'étaient pas disponibles. Et j'ai été frappé à Nîmes en visitant les arènes. Le guide nous a emmenés à l'époque romaine. Donc, c'était tout à fait extraordinaire. Et il nous dit les femmes n'avaient pas accès au rang du bas. Elles pouvaient juste être dans les rangs tout en haut. Ah bon, alors donc les femmes, elles n'assistaient pas au combat de gladiateurs, d'ailleurs c'était que des mecs, les gladiateurs. Puis il a ajouté, mais de toute façon, vous savez, à l'époque, les femmes, bon, ben d'abord, elles ne vivaient pas très longtemps, et puis elles étaient enceintes tout le temps, donc elles n'avaient pas le temps d'aller dans les arènes. Et donc, il ne faut pas oublier que les mâles avaient le pouvoir, parce qu'ils n'étaient pas occupés par les enfants, les femmes étaient très occupées par les enfants, 12 enfants, vous vous rendez compte? Et puis surtout, bon, il y en avait la moitié qui ne vivaient pas, mais les femmes étaient donc très occupées. Donc, moi, c'est pour ça que je reprends, vous avez dit éloigné. On ne s'est pas éloigné. C'est seulement maintenant qu'on arrive à ce que les femmes, grâce à la pilule, et grâce à la maîtrise qu'elles ont de leur corps, commencent à pouvoir intervenir dans la société. Bon, il y a toujours eu des femmes extraordinaires, mais Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, Catherine de Russie, mais c'est quand même peut-être très limité. Et donc, il ne faut pas se tromper sur cette histoire-là. C'est pour ça que les mâles ont du mal à lâcher, d'ailleurs, parce que ça remonte à tellement loin. Regardez vos grands-parents, regardez vos grands-pères, vos pères, comment ils étaient câblés. Et vos grands-mères, d'ailleurs, elles étaient câblées pareil. Donc, on est dans une énorme bascule maintenant. Je suis très content. Et on voit bien à quel point le féminin émerge. Et tout ce que nous sommes en train de partager, c'est aussi beaucoup la prise en compte du féminin par rapport au masculin. Et quand vous parlez, Sandrine, de la bienveillance, je trouve que c'est une dimension très féminine. Parce que accueillir l'autre, reconnaître l'autre,
ne pas être en conflit, en comparaison, en jugement, c'est presque plus féminin que masculin. Moi, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, parce que je pense que c'est un regard sur le monde qui est particulier. Quand je disais éloigné, c'est que, je suis d'accord avec vous, il n'y a jamais eu. Enfin, nos cultures, de toute façon, n'étaient pas portées. Mais quand je dis éloigné, c'est, je sais pas, j'ai toujours cette espèce de sensation de me dire que l'être humain n'a pas été, enfin, été un être d'amour au début. Alors, le début, je ne sais pas combien de temps ça a duré, manifestement, très, très, très peu de temps. Et en tous les cas, on ne l'a pas connu. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire quand je disais éloigné, c'est-à-dire embarqué par tout un tas de croyances, d'obligations sociales, de culture guerrière, de rapports de force, comme vous l'avez dit. Mais le masculin et le féminin sont des dimensions. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les théories actuelles, Woke et compagnie. Elles sont génétiques, ces dimensions. Elles existent au sein de chacun de nous, et c'est une affaire d'hormones, etc. Mais, et il y a une réelle polarité masculine et une réelle polarité féminine, mais au sein de chacun de nous. Et une de nos grandes difficultés, c'est qu'on va chercher l'autre polarité à l'extérieur de nous plutôt que de nous harmoniser, en quelque sorte. Et donc, ça crée des tensions entre les hommes et les femmes qui sont beaucoup trop intenses. Enfin, ça, c'est un... Alors ça, on peut faire une causerie sur le sujet. Ça, ce sera... On a des choses à dire. Mais les archétypes et les modèles sont tellement ancrés que ouais. Il y a vraiment du travail. Ouais. Alors, vous avez parlé de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour, monsieur, dame? C'est le contraire de la peur. Non. Si. Non, mais c'est un bon début quand même. Non, mais c'est vrai que c'est le avancer déjà vers l'autre. Dans l'amour, enfin, la dimension, il y a d'abord l'apprivoiser, quoi. Enfin, si on regarde Le Petit Prince. Ah, c'est joli. Donc, avant l'amour, il y a l'apprivoisement, quoi. Enfin, sauf si vous parlez d'amour au sens violent et sexuel uniquement, mais. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la conquête. C'est un des mots utilisés pour amour. Oui, 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 oui. Mais moi, je me suis demandé quand était apparu l'amour. Parce que Sandrine, vous avez dit que on était... Mais alors, on peut dire que Dieu, enfin, je ne l'appelle pas Dieu, mais est amour puisqu'il est tout, et que la vie au départ, mais quand on regarde l'évolution de la vie sur cette planète, c'est un peu violent quand même. Donc, c'est pas plein d'amour, quoi. Et d'ailleurs, depuis que la reproduction sexuée est apparue, il y a, alors je ne sais plus exactement, mais ça remonte à loin, on est dans des trucs assez violents. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi j'ai lu des trucs sur la sexualité des insectes, c'est assez invraisemblable, quoi. Parce que se reproduire est une fonction tellement puissante pour tous les êtres vivants qu'on comprend pourquoi c'est violent. Alors nous, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais enfin bon. Alors moi, je me suis demandé, dans la nature, en dehors de l'homme, est-ce qu'il y a de l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Et je n'ai pas trouvé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Est-ce que vous n'avez pas rencontré les anges, en fait? Ah, ben voilà. Non. Mais dans le vivant incarné, parce que les anges ne sont pas dans le vivant incarné, ils sont juste au-dessus, dans l'au-delà, ben dans le vivant incarné, je ne l'ai pas trouvé, l'amour. Enfin, je l'ai trouvé, si, mais tardivement, avec l'espèce humaine. Et ça a été toute une réflexion, parce que l'évolution du vivant
ben, enfin, il y a de l'attachement, on voit bien avec... Ouais. Mais on ne sait pas parce que les choses qu'on retrouve des êtres humains très très anciens, ça reste des tombes. Et les animaux n'enterrent pas ben non, enfin, s'enterrent pas les uns les autres. Donc il y a une forme d'amour puisqu'il y a des tombes. mais l'amour apparaît avec l'être humain, pour moi. Mais je me suis dit que l'amour était né par la femme, parce que la femme vit quelque chose que je trouve très impressionnant, qui est la relation à l'enfant auquel elle vient de donner naissance. Et il y a une telle intimité, et c'est tellement charnel, c'est tellement un bout de soi. Moi, j'ai été impressionné par cette expérience que vivait la mère de ma fille quand ma fille est née. J'ai dit, là, moi je ne suis pas dans le coup, là. Il se passe un truc là. Bon, moi, je suis spectateur, mais je ne suis vraiment pas dans le coup, parce que c'est d'une telle intensité. Et la relation entre la mère et l'enfant est tellement intense, et j'ai pensé que l'émerveillement de la mère devant l'enfant, parce que l'enfant humain, il est absolument ahurissant, il est fascinant, avec tellement d'expressions, etc. Le sourire d'un enfant, d'un nouveau-né, c'est quelque chose d'énorme. Et j'ai pensé que l'amour était né à ce moment-là dans l'émerveillement de la mère vers son enfant. Et l'enfant, il s'est senti merveilleux dans le regard de sa mère. Et ça crée quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et donc, pour moi, l'amour, c'est l'émerveillement de l'autre. Ça résonne avec ce que vous avez dit, Étienne, c'est qu'effectivement, ça naît dans la relation à l'autre, mais dans la relation de la mère et de l'enfant. Alors, ça, c'est une idée que moi j'ai, parce que je me suis demandé où c'était, et c'est un vrai sujet. D'où ça vient l'amour, ça commence quand? Alors après, on peut revenir sur Dieu et sur... Mais ça, c'est une autre dimension. Je livre ça... Thierry, enfin, je ne vais pas manipuler la parole, j'ai parlé, puis c'est tout. Mais les loups, même les biches, etc., elles s'occupent de leurs petits à la naissance. Oui. Et donc, il y a certainement aussi une relation particulière. Donc, à quel moment est-ce que ça naît? Alors, dans la question que vous avez, enfin, au-delà de la dimension historique, est-ce que ça naît avant, c'est-à-dire dans le ventre, et certainement, Mais... ou est-ce que ça naît un peu plus tard, ou est-ce que ça se différencie plus tard? À quel moment on passe on va dire, de l'attention animale, de la survie, de l'attachement. pendant la... Parce qu'il y a de l'attachement dans la nature. On voit bien avec les femelles éléphants, les femelles bonobos, toutes les femelles témoignent d'un attachement vis-à-vis du petit. Mais ça ne dure pas très longtemps. D'abord, et puis, pour que l'amour naisse, il faut de la conscience, parce qu'il faut de la conscience de l'autre. Un bonobo, qui est le plus proche de nous et l'un des mammifères les plus cortiqués en dehors de nous, mais il n'y a pas ce qu'il faut dans son cerveau pour pouvoir formuler et pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe. Et pour moi, l'attachement existe dans la nature, mais l'amour, c'est un peu plus que ça. Et l'amour suppose la conscience. Mais ça résonne. Oui. J'ai bien envie d'intervenir pour dire que je ne suis pas d'accord. Ah, si. Mais vous me connaissez. Alors, d'abord, je suis un petit peu embêté. Alors, d'abord, je m'excuse parce que j'ai eu un moment d'appel, je n'ai pas pu être là tout le temps, j'ai probablement raté un moment important. Donc, je vous retrouve sur l'histoire de la maternité et de l'amour. D'abord, je suis toujours très soupçonneux des réflexions trop anthropocentrées. Et je ne suis pas du tout convaincu, mais chacun peut avoir sa conviction là, parce que je pense qu'on n'a pas d'expert en neurosciences ici présent. Je ne pense pas, mais en tous les cas, si on a quelqu'un ici, il faut qu'il parle immédiatement. Et donc, je ne suis pas du tout persuadé que ça soit une caractéristique exclusivement humaine, l'amour. Je pense qu'il y a d'abord l'amour, à mon avis, est multiforme. Je comprends parfaitement la fascination pour
l'amour maternel. Je trouve un petit peu perturbant que cette conversation sur l'amour maternel ne soit tenue que par des hommes ici, dont je fais d'ailleurs partie, sous le silence Ah mais de attendez, on va venir. Non, oui, j'aimerais qu'elle s'exprime parce que je On pense que se c'est un sent peu, très femelle là d'un coup, c'est un donc peu il va embêtant. bien falloir qu'on parle. J'y perçois personnellement quelques stéréotypes de genre. Je ne sais pas si je suis très convaincu de l'instinct maternel. J'ai une mère qui m'a toujours dit que ça n'existait pas. Alors évidemment, ça, c'est Ah pas bah suffisant oui. comme preuve scientifique. Mais dans tous les cas, je pense que, et c'est parfaitement le droit de Thierry de sublimer l'amour maternel, je trouve ça, et l'amour entre l'enfant et la mère, je pense qu'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Je me pose la question du père aussi dans l'histoire, mais dans tous les cas, je préférerais laisser la parole à nos amis, peut-être mères, dans tous les cas femmes, assurément. Alors, pardon, mais ma réflexion a été, ça commence quand l'amour? Et ça vient d'où? Et c'est pour ça que je propose cette idée que ce sont les femelles humaines, les chromignonnes, qui ont inventé l'amour humain qui est au-delà de l'attachement. J'ai compris personnellement que c'était les mères qui faisaient les enfants et les enfants qui faisaient les pères. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des hommes, parce qu'aujourd'hui, l'amour est partagé et les hommes vivent l'amour puisque ça a été inventé, qu'ils l'ont découvert. Donc, je suis d'accord avec l'idée que ça n'appartient pas aux femmes, mais je dis, c'est né dans l'émerveillement de la mère vis-à-vis de l'enfant, parce que moi, c'est ce que j'ai cherché. Après, les êtres humains ont découvert cela et partagé cela, et c'est rentré dans nos cultures. Mais moi, c'est la source qui m'intéressait. Mais mesdames, qu'en pensez-vous? On peut peut-être se demander à Annie, puisqu'on n'a pas entendu Annie encore. C'est peut-être pas le meilleur sujet pour démarrer. Hein. Annie, qu'est-ce que... Je veux pas moi non plus monopoliser la parole. Je sais que Diane a 1 milliard de trucs à dire sur le sujet, donc voilà. Annie est dans sa voiture, elle nous entend peut-être pas. C'est compliqué d'intervenir, Annie? Probablement. Elle est avec son téléphone, elle nous a dit. Bon, Diane, tu fais ça avec tes mains. Ouais. Vas-y. Moi, je crois que les enfants font les mères aussi, en plus des pères. Il y a, je crois, effectivement, cet amour inconditionnel extrêmement grand, bien plus grand que soi, d'ailleurs, quand on a un enfant et qu'on est la femme qui accouche de cet enfant. Il y a quelque chose de très particulier qui se passe et qui est une sorte d'amour, oui, inconditionnel, universel. Il y a quelque chose de ça. Mais après, bon, la maternité, pour moi, c'est autre chose. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, j'avais très peur quand j'ai eu mon premier enfant. J'avais très peur et je n'étais pas du tout prête. On ne m'avait pas appris, quoi. Donc, il y a ce truc complètement animal et je pense que, d'ailleurs, ce n'est pas la propriété humaine d'avoir ce genre d'amour viscéral pour son enfant. Mais après, devenir un parent, devenir une mère, c'est toute la vie, quoi. Et c'est pas toujours très confortable. Voilà, et pour moi, je disais tout à l'heure que l'amour, c'était le contraire de la peur. Parce que je crois qu'être dans l'amour, vraiment, complètement, c'est être dans cette confiance totale. Et quand on est dans la confiance totale, on n'a plus peur, on embrasse la peur. Donc c'est pour ça que je disais ça. Et voilà ce qui me vient là pour l'instant
spontané et de non réfléchi. Alors, pour compléter, enfin, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Diane, et je n'ai pas tellement envie de faire des grandes généralités en fait sur le sujet, mais quelqu'un a dit, et ça commence quand en fait, une relation entre une mère et son enfant. Et je suis d'accord avec toi, Diane, enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu as voulu dire, c'est-à-dire que au départ, c'est quelque chose de très animal, hein. C'est même viscéral, c'est-à-dire que tant que l'enfant est dans notre ventre, on sent la vie. Mais on sent la vie avec effectivement une peur terrible, parce que la vie peut s'arrêter, parce qu'on a l'impression qu'on porte cette responsabilité. Et plus que l'amour, moi, je pense que la maternité m'a fait toucher du doigt ce que ça pouvait être que l'éternité, au sens de quelque chose de définitif. C'est-à-dire que tout ce qui existe ailleurs, voilà, le sentiment amoureux, une vie professionnelle, des réalisations, des voyages, etc. On est maître du début et de la fin. Enfanter, au sens de donner la vie, c'est le seul acte que vous pouvez faire sur lequel vous n'avez aucune décision sur la fin. Et ça, c'est une responsabilité, mais qui est c'est un poids, une responsabilité colossale. Et ça, moi, je le lis effectivement avec la notion d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que on sait, alors, moi, mon expérience en tous les cas, parce que j'en ai eu 3 et j'ai ressenti 3 fois la même chose, c'est-à-dire que j'ai eu ce sentiment d'amour à partir du moment où l'enfant est né. Il est devenu une personne que j'avais en face de moi et avec qui j'interagissais de personne à personne. Et là, j'ai été envahie à chaque fois par effectivement cette notion d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que quel que soit quoi que fasse ce petit être, je sais que je l'aimerai, quoi qu'il fasse, définitivement. Et définitivement, je suis liée à cette personne. C'est-à-dire, je ne peux rien faire pour détacher ce lien. Un peu comme notre relation avec les parents. Donc, sur la question de est-ce qu'on est une mère? Non, moi j'ai une mère qui n'était pas une mère. Donc oui, je suis assez d'accord que c'est assez curieux en fait. C'est-à-dire, c'est pas, on peut avoir cette sensation, enfin moi j'ai senti un amour complètement fou et pour chacun de mes enfants, mais je sais aussi que ça n'a pas été le cas, par exemple, entre ma mère et moi, et je vois autour de moi beaucoup de gens, beaucoup de mères qui souffrent dans leur maternité ou dans leur relation avec leur enfant et inversement. Donc c'est assez mystérieux en fait cette affaire. Et pourquoi à un moment on est envahi de ce sentiment d'acceptation totale, en fait. C'est peut-être aussi ça, la définition d'amour. Acceptation totale de l'autre. Ouais, sans condition. Ouais, juste, ça me fait penser à aussi une chose, c'est cette histoire d'attachement et de détachement. Moi, je fais l'apprentissage du détachement dans l'amour. Et les enfants, je crois, ne sont pas à nous. Ils passent par nous, mais ils ne nous appartiennent pas. Et c'est ça aussi, l'amour ou l'apprentissage de l'amour, c'est ce détachement-là, cette confiance, de nouveau, de se dire, oui, je suis cette femme qui a donné naissance à cet enfant, mais le jour où je l'aimerai vraiment, ce sera le jour où j'aurai complètement intégré qu'il ne m'appartient pas. Donc ça, c'est
il y a Winnicott qui a écrit des choses fabuleuses sur le sujet, enfin moi qui m'en parlais beaucoup, qui dit, lui, être une bonne mère. Et en anglais, donc c'est au sens de être une mère suffisamment bonne. Et effectivement, une mère suffisamment bonne, c'est celle qui accepte de laisser son enfant vivre. Donc, établit la bonne distance, mais on pourrait parler de cette relation, elle existe dans toutes les relations en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que j'établis la bonne distance à l'autre, mon enfant, mon conjoint, n'importe qui, pour que moi je me sente suffisamment en sécurité et pour que l'autre ait suffisamment d'espace pour être ce qu'il a à être. Et ce travail-là, effectivement, entre la mère et l'enfant, sans doute qui dure toute une vie. Parce qu'on fait des allers-retours, parce qu'on a peur, parce qu'on voudrait protéger son enfant de toutes les situations et que ce n'est pas possible. Et puis parfois, il faut le laisser mener ses expériences, en étant toujours dans l'incertitude de qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce que je dois laisser faire, est-ce que je dois être autoritaire, est-ce que je dois être laxiste, etc. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on n'est jamais seul dans ces décisions-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement la mère et l'enfant, c'est la famille, c'est le regard de la société, c'est nos croyances, c'est notre éducation, c'est tout ça qui se mêle de ça, qui vient mettre des petits grains de sable ou de l'ambiguïté ou des faux semblants, des choses qui pourraient être vécues de façon très simple et très naturelle. Alors, vous avez parlé de ce moment de grâce, de cette compréhension de cet infini. Et c'est aussi ça l'amour. Alors c'est pour ça que moi je trouve que c'est la femme qui commence à vivre ça, à expérimenter ça. L'infini, c'est l'au-delà, c'est Dieu, c'est moi ce que j'appelle l'être qui est, et c'est ce qui inspire la vie, à mes yeux. Parce que moi je crois que maintenant qu'on sait que le Big Bang n'est pas le début, et que les scientifiques s'interrogent sur ce qu'il y a avant le Big Bang, donc il y a peut-être quelque chose, enfin, on va peut-être devenir intelligent. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui inspire. Et j'ai une vision très particulière de la vie qui est l'expérience de Dieu, pour employer ce terme, de se connaître à travers le vivant. Parce que Dieu, il est au-delà. Et au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'incarnation. Et l'expérience de l'incarnation et l'expérience du vivant, c'est une expérience tout à fait étonnante parce que moi, je suis convaincu que dans d'autres planètes, il y a, comme on l'a vu avec Avatar, des êtres qui sont d'une densité différente de la nôtre. Puis il y a des planètes où les êtres sont très lourds et donc la vie n'est pas terrible parce que c'est des espèces de gros monstres, un peu comme nos diplodocus, vous voyez. Et puis il y a d'autres êtres d'autres planètes où les êtres sont comme des lucioles. Et là, l'incarnation, elle a du mal à s'accrocher parce que c'est très léger. Les formes de vie dans les mondes, ça doit être tout à fait extraordinaire. Et donc, je crois que Dieu, il regarde toutes ces formes de vie. Et l'être humain est une forme de vie intéressante parce que l'être humain accède à la conscience. Et vous avez dit, il y a ce sentiment d'infini avec l'enfant. Et l'être humain, c'est pour ça que je pense que c'est la femme qui invente l'amour, c'est-à-dire qui invente cette expérience particulière que je ne connais pas dans la nature, du vivant, et que l'être humain explore et magnifie progressivement. Alors, il y a des tas de femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, il y a des tas de femmes qui ne sont pas mères, etc., bien entendu. Et il y a des pères qui sont beaucoup plus maternels que des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Donc, tout cela existe, bien entendu. Mais malgré tout, il y a chez beaucoup de femmes cette espèce de, c'est ce que vous avez dit, Diane et vous, cette espèce d'impression d'infini
de plus grand que nous. Et c'est ce plus grand que nous qui fait que, justement, on accède à... On sort de l'animalité, de la violence. C'est parce qu'il y a ce plus grand que nous. Et c'est pour ça que moi je dis que ce sont les femmes qui ont inventé l'amour et qui inventent justement ce monde dans lequel on transcende la violence, qui est dans la nature, parce que la nature, c'est la loi du plus fort, c'est la sélection naturelle, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans la nature, mais enfin, moi j'ai été frappé par cet éléphant dans la savane au Kenya. On avait été faire un tour au Kenya et je vois un éléphant tout seul dans la savane. Et je dis au guide, mais qu'est-ce que c'est que cet éléphant tout seul? Bien, ben lui, c'est un mâle, il a été exclu du troupeau parce qu'il n'y a qu'un mâle dans le troupeau. Ah oui, c'est pas cool ce truc. Parce que ça veut dire que dans la savane, il y a plein d'éléphants tout seuls, alors peut-être qu'ils se mettent ensemble. Enfin, c'est pas cool du tout, c'est violent. Et on voit bien dans les tribus animales, dans les troupeaux, que c'est très violent. Et d'ailleurs, il y a les jeunes qui veulent prendre la place du vieux chef, etc. Moi, je ne trouve pas ça très excitant comme système. Je n'ai pas du tout envie qu'on vive des choses comme ça. Sauf que les êtres humains qui sont nés de cela ont reproduit ce schéma et que donc on a des rois qui ont le droit de cuissage. Bon, c'est à peu près la même chose. Et donc moi, j'ai compris qu'on venait de ces schémas de fonctionnement, de ces systèmes vivants, et que les êtres humains, soit ils restent dans ces conditionnements et ils restent dans la violence, et c'est la guerre de Troie, et c'est la guerre de 100 ans, vous voyez, 100 ans quand même pas mal, et puis c'est le XXe siècle avec les 2 guerres mondiales, quoi, avec des fous furieux, Staline et Hitler. Vous pouvez rajouter Pol Pot et Mao. Bon, les êtres humains, c'est invraisemblable de violence. Et vous avez noté que je viens de citer des hommes. C'est quand même moins fréquemment les femmes. Et donc, bon, moi j'ai un petit parti pris. Je préfère le féminin. Je trouve que le féminin permet de bien vivre ensemble. Et d'ailleurs, les hommes qui sont ici ne sont pas des machos invraisemblables, parce que sinon, ils ne s'entendraient pas avec moi. Donc, mais je pense qu'il y a du féminin et du masculin chez chacun de nous, et que c'est ce qui nous rend intéressants, et que les hommes qui sont un peu sensibles, un peu plus féminins, sont plus intéressants que les mâles dominants. Mais ce qui me gêne dans ce que vous dites, Thierry, c'est que ça sous-entend que l'amour est l'exclusivité de la mère. Non, pas du tout. Et alors, ça commence là. Je dis simplement que ça commence là. Mais alors, puisque c'est un vrai mystère, donc essayez de témoigner avec la plus grande authenticité, mais vous, dans vos relations en tant qu'homme, avec les femmes ou avec vos enfants, c'est quoi l'amour? Alors, vous avez dit quelque chose, Diane et vous, sur cette dimension inconditionnelle. Et moi, en tant qu'homme, je peux témoigner que j'ai vu que la mère de ma fille et la mère et ma femme aujourd'hui, j'ai assisté à tous les accouchements, donc j'ai vu ce qui était vécu, que je ne vivais pas. Et j'ai vu cette espèce de relation invraisemblable et fusionnelle et la prise de conscience qu'il se passe quelque chose et que ça, on ne pourra pas le rompre. J'ai découvert après coup, moi, la relation qui s'installait avec cet enfant. Et j'ai découvert l'émerveillement. Mais je pense que j'ai appris l'émerveillement à travers la mère. Alors, ma dimension féminine fait que j'ai accédé à cet émerveillement devant l'enfant. Et donc, je connais l'amour en tant qu'émerveillement aussi. Mais j'ai constaté qu'il y avait une antériorité, une primauté de la mère par rapport à moi. Parce que moi, j'arrive après. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe au moment de l'accouchement. La maternité, c'est... Moi, j'ai accompagné, mais je me suis dit, je suis pas dans le coup, là. C'est pas moi qui... Moi, je fais rien. Enfin, j'accompagne. Mais ce qui se vit là, c'est tellement invraisemblable, tellement intense, ça m'échappe. Donc, c'est simplement ça que je dis. Cela dit, pour répondre à votre question, par rapport aux enfants, à mes enfants,
il y a quelque chose du même ordre que ce que vous dites, de totalement inconditionnel. Et ça n'est pas discutable. Ça peut être très compliqué avec les enfants. Et les uns et les autres, on a pu avoir des moments très difficiles. Mais ce n'est pas le problème. Et ce que je trouve, l'amour fait que on va au-delà de nos jugements, de nos violences, parce que en tant que parent, on peut trouver que cet enfant est totalement insupportable parce qu'il fait tellement de conneries ou parce qu'il est provoquant, parce que quelquefois les enfants font tout ce qu'il faut pour qu'on les étripe. Mais l'amour inconditionnel dont vous parlez fait qu'on transcende. Et que par rapport à ce que vous dites justement, moi j'ai appris l'importance d'aller au-delà des attentes qui nous viennent de nos éducations. Parce que l'enfant, il faut que. Et donc, on est tous avec des attentes. Et je trouve que, justement, l'amour humain, c'est d'aller au-delà des attentes pour regarder l'autre comme il est et lui donner la chance d'être qui il a à être. Et on voit bien, d'ailleurs, avec des parents qui ont eu des enfants avec des handicaps, quels qu'ils soient, justement que c'est là que ça se passe, parce que l'amour fait que, eh bien, on reconnaît l'autre dans sa différence, dans sa diversité, et on lui donne sa chance. Et ça, c'est quelque chose de très humain qu'on ne va pas trouver dans la nature fréquemment, enfin même pratiquement pas. Et c'est pour ça que je dis que l'amour naît avec l'être humain, il commence avec la femme et c'est l'être humain qui le fait vivre. Et je suis convaincu que s'il n'y avait pas l'amour chez l'être humain, on serait des grosses bêtes en train de s'étriper. On s'étripe un peu de temps en temps, il faut reconnaître. Ah ben, on a du mal à s'arrêter, ça c'est clair. Mais vous savez, l'animalité humaine, elle est tellement intense, elle a été tellement bridée, mais elle est tellement intense, que nous sommes la seule espèce à avoir une sexualité permanente. Les gorilles et les bonobos et les chimpanzés et les orang-outans, leur sexualité est régulée. Les femelles sont en chaleur et ne sont pas accessibles en dehors. Donc là, les mâles, et d'ailleurs, ils sentent. Donc tout ça est très, très bien organisé. Chez l'être humain, il y a un truc bizarre. C'est le bordel. Hein? C'est le bordel. Non, mais la femme connaît l'orgasme. Excusez-moi du terme. Eh oui, mais les autres femelles ne connaissent pas l'orgasme. Cher Guillaume, je suis désolé, mais alors là, les scientifiques que j'ai lus, excusez pas. Les scientifiques que j'ai lus disent cela. Et donc l'être humain vit quelque chose de très particulier parce qu'il a une sexualité débridée et parce qu'il découvre une sexualité qui n'a pas pour seul but la reproduction. Alors certains scientifiques disent que c'est pour solidifier le couple. Et donc notre animalité qui passe par notre cerveau reptilien et notre sexualité, elle n'est pas du tout bien gérée parce qu'on est très, très nul sur tout ça. Et donc c'est le bordel, vous avez raison. C'est d'ailleurs invraisemblable à quel point c'est le bordel, la sexualité humaine. On voit bien l'Église, là, en ce moment, qui est en train de se retrouver avec des situations très compliquées, mais c'est très ancien, le droit de cuissage des rois, etc., qui existe d'ailleurs toujours dans tout un tas de pays, hein, parce que c'est pas du tout réglé. Donc, l'animalité humaine fait que nous sommes des fous. Le côté reptilien du nazisme et du stalinisme, c'est vraiment l'expression de la bestialité humaine. Et là, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Et puis, heureusement, il y a l'amour humain et puis la conscience et la soif d'infini qui fait qu'on arrive de temps en temps à dépasser. Mais tout ça marche ensemble. Vous avez touché beaucoup de sujets. Je sais, il y a 1000 choses que j'aurais envie de dire, mais je reviens un tout petit peu en arrière sur le côté reptilien du nazisme et je ne vais pas réagir là-dessus. Par contre, je pense que ce que vous avez exprimé tout à l'heure par rapport à votre rapport à la paternité, alors moi, je n'ai pas eu, et je le regrette vivement, et ça reste une souffrance pour moi, mais je n'ai pas eu d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais ça me rappelle un peu le rapport que j'avais avec mon père.
Et je pense que là, on est sur des schémas de genre, on est sur la question de la masculinité, qui est un vrai problème de nos jours. Je pense que c'est difficile. Alors, les femmes ont besoin de prendre toute leur place et le combat est loin d'être terminé. Mais par contre, je pense que pour les hommes, on a plein de bonnes questions à se poser sur la masculinité, ce qu'est la masculinité, puisqu'à un moment, vous avez évoqué la masculinité de l'homme dominant, macho, cette espèce de stéréotype un peu historique. Historique, culturel, essentiellement. Oui, Je ne oui. suis pas sûr qu'il... Voilà, alors évidemment, on trouvera toujours des bonnes justifications biologiques avec la testostérone, mais à la fin, ça soulève une question qui est celle de la légitimité. Vous savez, vous me connaissez bien que la question de la légitimité est une question sensible chez moi. Et moi, j'ai vu un père, par exemple, alors il était d'une génération antérieure, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pères comme ça, qui ne se sentaient pas légitimes avec les enfants, et qui considéraient que les enfants, c'était la mère, avec des raisons aussi solidement ancrées et respectueuses que celles que vous avez exprimées. Et je ne suis pas du tout sûr que ça soit opportun. Dans tous les cas, moi, je ne l'ai pas bien vécu, que mon père considère que je devienne intéressant passer l'adolescence, parce qu'avant, c'était un domaine réservé qui ne se sentait pas légitime. Et donc, je pense que cet amour dont on parle lié aux enfants, qui est évidemment une expérience initiale fondatrice pour chacun d'entre nous, puisque quand on arrive dans le monde, il y a des gens autour de nous qui peuvent être une mère, dans la majorité des cas, un père, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Je pense que là, les schémas, du moins aujourd'hui, bougent, que c'est fort bien, parce que je pense que, comme vous l'avez dit à un moment, on peut être un homme différemment, qu'il y a plein de façons de le faire, que toutes ces histoires des rôles en fonction du fait qu'on est un homme ou une femme, heureusement, on est moins dans une dictature que quand on est un garçon, on doit jouer au foot, on doit être dominant, on doit être celui qui va draguer les filles et toujours être je ne sais quoi, performant sexuellement. Tout ça, ça se démonte et il est bien temps que ça soit le cas. C'est pas encore parfaitement le cas, mais je pense que ça c'est une évolution et je pense que le rapport aux enfants évolue. Et c'est fort bien comme ça. Alors pour moi, je pense qu'il faut réussir à séparer ce qui est culturel, bien sûr, pour faire naître ce qui effectivement, et là ça revient vers des choses que vous nous aidez à faire naître, de savoir qui on est vraiment derrière tous ces stéréotypes, toutes ces choses que la société attend de nous, ou qu'on pense que la société attend de nous, qui ont été apportées à un certain moment de notre éducation. Et je crois qu'on a besoin de réapprendre ça, et on est dans une société où on se pose plein de questions, et c'est bien comme ça. Quelqu'un réagit à ce que vient de dire Guillaume? Moi, merci. Enfin, moi, j'ai envie de dire merci. Yann. Juste. Voilà. Étienne? Non, mais par rapport à ce que dit Guillaume, c'est vrai que vous avez été très moderne parce que vous avez assisté à l'accouchement et l'arrivée de vos enfants. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu les émotions qui sont arrivées après celles de mon épouse. En tout cas, pendant toute la gestation, on n'avait certainement pas les mêmes émotions, mais au moment de l'accouchement, on avait sans doute des émotions différentes, mais j'étais quand même submergé. J'ai pas attendu de voir ce qui se passait, quoi. Voilà. Il y a un petit Si je peux problème. juste partager ce point-là. Donc, et donc, une définition, enfin, la notion de l'éternité qui était mentionnée par, je crois, Diane ou Sandrine tout à l'heure, cet aspect de. Enfin, il y a plein de choses. En fait, ça déclenche en cascade beaucoup de choses d'accès à la paternité. Et donc, peut-être plus pour la maternité, mais en tout cas la paternité. Et ça aussi explique énormément de choses dans des choses qui étaient très profondes.
Voilà. Donc c'est très, très, Ah, très fort, quoi. Enfin, je veux pas. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Et donc, c'est pour ça que le côté, comme Guillaume dit, il y a un côté culturel, peut-être aussi, qui peut-être s'amenuise ou qui devient différent, mais qui faisait que les hommes n'accédaient peut-être plus pas à ces émotions à une époque. Hein, mais c'est moi, clairement. ça m'a expliqué beaucoup de choses. C'est vrai que les hommes, ils attendaient que les enfants aient 10 ans pour s'intéresser à eux. Mais ça résonne avec tout ce que je dis, c'est que si on regarde en 1900, les hommes et les enfants, c'était pas, pour mon grand-père, les enfants n'existaient pas en tant qu'être particulier. Enfin, c'était très curieux. Donc tout ça est très moderne et nous sommes dans une remise en question considérable de ces schémas ancestraux. Et c'est très bien. Mais si vous regardez le Japon et l'Inde actuellement, on voit bien que ces schémas ancestraux qui dans le cas de l'Inde, sont millénaires, sont très difficiles à remettre en question parce que c'est les cultures humaines et parce que c'est comme ça. Et on voit bien en Inde à quel point la position de la femme est dramatique. Moi, ce que je dis simplement, c'est que les mâles ont été dominants dans l'histoire humaine pendant des siècles et des siècles, et que c'est en train de cesser un peu, c'est pas fini, et que donc il y a des stéréotypes. Vous savez, j'ai vécu un truc, alors Guillaume, vraiment, ça m'a fasciné. Lorsque j'ai eu un garçon après ma fille, j'étais à 2 heures du matin dans la clinique. Je suis sorti de là et je me suis retrouvé sur le trottoir avec un truc bizarre. Il y avait quelque chose qui montait des profondeurs et qui m'a fait dire « Ah ouais, mais maintenant je suis un mec parce que j'ai eu un fils ». Et sur le trottoir à Saint-Cloud, je vous assure que j'étais sidéré parce que qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais moi, je ne pense pas ça. Je ne suis pas un mec parce que j'ai un fils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça montait des profondeurs. C'est comme un truc ancestral. Et donc, vraiment bizarre, vous voyez. Donc, ça, c'est des conditionnements humains très, très anciens qui nous constituent. Et c'est ça qu'il faut transcender, qu'il faut dépasser. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est en face de quelque chose qui est un très, très gros bouleversement. C'est vrai que la masculinité, ça devient compliqué parce que la masculinité à l'ancienne, elle est remise en question et c'est juste parce que ces trucs de mec, c'est très casse-pied. Je me souviens d'une femme avec qui j'ai travaillé qui me disait, on était un groupe de femmes dans une soirée, on parlait entre nous, et elles étaient toutes en train de dire « Ah non, mais moi, la manière dont les hommes parlent des femmes, c'est insupportable. Je ne connais pas un homme qui parle comme il faut des femmes, disait-elle. » Et j'ai pensé à vous, parce que je ne vous ai jamais entendu parler des femmes n'importe comment. Ah, j'étais content, puis je les remerciais. Mais vous voyez, c'est pas rien. On sait qu'aujourd'hui, dans un comité de direction, dès qu'il y a une femme, le ton change. Et donc, on est en train de travailler cette réalité, et moi je trouve ça très bien. Le féminin doit reprendre une place et il faut respecter les femmes. Bon. Qu'est-ce qu'on J'ai peut juste encore... envie de dire, parce que d'habitude c'est vous qui dites ça quand moi je dis tout va bien, ça s'améliore, etc. Et vous revenez toujours pour dire c'est très récent. Voilà, et c'est très récent et c'est très fragile. Et moi j'étais assez estomaquée parce qu'il y a un chiffre qui existe, publié par le World Economic Forum, et qui publie donc sur l'égalité professionnelle depuis des années, qui mesure en nombre d'années le temps qu'il nous faudra pour atteindre l'égalité pure et parfaite dans le monde. Et en fait, on était l'année dernière à 99,5 ans
d'obtenir l'égalité entre les hommes et les femmes, sur 4 indicateurs, hein, ce qui sont l'accès à l'éducation, la santé, donc c'est pas des petits sujets, hein, c'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, là, c'est des vrais trucs, hein, c'est pas intellectuel, on est vraiment dans les besoins physiologiques, donc l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, la représentation dans le pouvoir politique et l'économie, l'autonomie et le pouvoir économique, donc la possibilité des femmes à travailler et à subvenir à leurs besoins. En 99,5 années, effet Covid, ça, je me suis pris un coup de poing dans le ventre quand j'ai entendu ça, effet Covid, on a pris 33,5 années de plus. Ah, C'est-à-dire qu'on a reculé. C'est-à-dire non seulement c'est fragile, mais on fait en permanence et en fonction des géographies des avant-arrière. Et là, on a fait un énorme retour arrière, et ça, c'est assez effroyable, parce que finalement, l'effet Covid, ça a amené quoi dans le monde? On ne parle pas de la France, mais on parle du monde. Ben, ça a amené des fermetures d'écoles. Quand les écoles ferment, bien, les petites filles retournent à la maison, et elles ne retournent plus à l'école quand l'école, s'il arrive que l'école réouvre. Et les petites filles, de retour à la maison, sont victimes d'harcèlement moral et d'harcèlement sexuel et victimes aussi de mariage forcé. Ça nous ramène à la réalité de la condition féminine. Donc, voilà, et ça, c'est pas un discours militant, hein, c'est vraiment voilà, donc observation. l'observation et l'observation du monde et de mesurer de façon extrêmement objective. Donc, moi, j'espère en tous les cas effectivement qu'il y a un grand mouvement, mais j'ai parfois des moments où je me dis c'est très, je ne vais pas dire parisien, mais bon, c'est très occidental. Même en Occident, enfin, il y a des mouvements, enfin, voilà, qui font froid dans le dos, en fait. C'est très fragile, c'est vraiment extrêmement fragile. Et donc, moi, j'aimerais bien effectivement croire qu'il y a une espèce de prise de conscience. Juste apporter un autre élément, mais vous connaissez Thierry, c'est vous qui m'avez donné ce chiffre-là. 3,6% des populations incarcérées dans les prisons sont des hommes. Non, des femmes. Des femmes. Oui, ce sont des femmes, pardon, dans l'autre sens. Il y a une femme qui a fait une étude, en fait, sur l'impact de la virilité. On ne parle même plus de masculinité, on parle de virilité. C'est ça dont il s'agit. Voilà, mais pour dire qu'effectivement, il y a des systèmes qui existent pour corriger les comportements des hommes. Des systèmes, des organisations entières, la justice, la justice, le monde incarcéral, etc. Voilà, donc c'est énorme en fait, c'est énorme, c'est effectivement complètement incroyable que ça tienne encore alors que ce ne sont que des sujets socioculturels. C'est dingue. Non, ce n'est pas seulement socioculturel, Sandrine. C'est pour ça que je dis que c'est, je parlais de mon cas avec ce truc qui est monté des profondeurs, c'est ancestral. Jean M. Howell qui a la écrit... construction socioculturelle, elle est intergénérationnelle, elle est ancestrale, on porte tout ça sur plusieurs lignées. Elle est ancestrale. C'est pour ça que dans Deviens, je raconte, avec l'aide de Jean M. Howell, dont j'ai les livres juste là, qui a écrit sur la préhistoire, il raconte l'histoire de cette vallée où il y a une tribu, où ce sont les femmes qui dirigent la tribu, parce que ce sont elles qui font les enfants, et que les hommes ne savaient pas qu'ils y étaient pour quelque chose. Et donc, ils sont des grands garçons avec les mères qui sont dominantes. Puis un jour, c'est une tribu à la peau claire, un jour, il y a un mâle avec la peau foncée qui passe, et quelques temps après, il y a des enfants à la peau foncée qui naissent. Et j'ai trouvé cette histoire fascinante parce que le temps qu'il a fallu aux Cro-Magnons de l'époque pour comprendre qu'entre Golo-Golo et l'enfant à peau différente, il y a un lien, parce qu'ils ne le savaient pas. Le jour où ils ont compris qu'ils étaient pour quelque chose dans la procréation, ils ont pris le pouvoir sur les ventres des femmes. Et les sociétés sont devenues patriarcales. Et puis c'est tout. Et on est encore dans une société patriarcale. Et ben, vous avez quand même Xi Jinping, Poutine, Erdogan, entre autres, qui sont des mâles
c'est l'empereur de Chine, le sultan ottoman et le tsar russe. Et ça, c'est des ordres, c'est des règnes de mal sur des sociétés. Et ça ne fait pas avancer. Et donc, vous avez raison, c'est fragile. Est-ce que l'ombre de la virilité va prendre le dessus sur la lumière du féminin? Ça, c'est un vieux débat. Moi, j'ai la foi. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, je crois que ce n'est pas perdu. Mais quand je regarde l'histoire humaine, de toute façon, ce que nous vivons aujourd'hui n'a jamais existé. Donc, c'est un grand progrès. Il y a des défis colossaux auxquels l'humanité est confrontée, avec le climat, avec la démographie. Mais ce que nous vivons aujourd'hui n'existait pas il y a un siècle. Mon grand-père serait effaré de nos discussions, et les vôtres tout autant. Donc, il y a quelques pas qui sont faits. Et donc, je continue. Oui, et puis on en a vraiment besoin de tous ces changements-là. Je pense que c'est urgent. Bien sûr, oui. C'est urgent, mais c'est effectivement extrêmement fragile. Enfin, on le voit. Je pense qu'on a tous été très marqués par ce qu'on a vu des derniers bouleversements en Afghanistan. Moi, j'ai eu une amie très engagée sur les questions de développement des femmes, des filles, qui va au Pakistan, en Arabie Saoudite, dans tous les pays, y compris occidentaux, hein, parce que la bataille est partout. Et elle a travaillé pour l'ONU en Afghanistan, donc elle m'a un peu raconté comment ça s'est passé. Mais effectivement, on vit des choses terriblement effrayantes avec ce qui s'est passé, ce qui se passe là-bas, avec un certain nombre de femmes absolument incroyables qui ont profité de cette ouverture qui a été donnée, avec la foi que ça se maintiendrait et qu'on a carrément abandonné. Mais bon, quand on voit les batailles sur l'avortement aux États-Unis, ces batailles-là, elles sont partout. Quand on entend M. Zemmour faire ses déclarations, j'espère ne pas lancer un pavé dans la mare. En tout cas, on n'en parlera pas. Non, enfin, je ne voulais pas ouvrir un débat de ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir un monde divers. Je ne sais pas si c'est une opposition de la féminité par rapport à la masculinité. Dans tous les cas, il y a une masculinité qui nous pourrit la vie, qui nous a bien pourri la planète. Et on a besoin d'avoir plus de diversité. C'est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. On a besoin d'avoir. C'est pas que la masculinité et la féminité. On n'a pas que blanc et noir et méchant et gentil. Non, mais Sandrine, c'est aussi des intelligences différentes, des Sandrine a approches dit du monde la différentes. virilité. Et moi, je veux bien séparer la virilité et la masculinité. Oui, bien sûr. Ce sont deux choses différentes. Ouais, ce sont choses différentes. Il y a une partie minoritaire de la population qui impose sa vision du monde, c'est assez clair. Ouais. C'est pas nouveau, mais là, il est temps qu'on change les trucs parce que ça nous amène à l'abîme tout cela. Bon, on va arriver vers 8 heures. Alors, je suis un peu triste parce que vous n'avez pas parlé de Jésus. Alors, moi, j'aurais bien aimé, mais bon, ce sera pour une autre fois. Il y a tout le chapitre. Hein? Vous avez perdu. Vous êtes resté figé. Pardon? À un moment, et on a eu peur. Je n'ai pas compris. Vous avez été figé à un moment. Il y a eu un problème de Il y connexion. a eu un problème de cendrillon appliqué à Thierry Dubois. J'étais en train de dire, je suis un peu triste parce qu'on n'a pas parlé de Jésus. J'aurais bien aimé. Oui, je ne sais pas quel malin, ça ne me manque avec pas. un grand M, a coupé le son. C'est ce que j'allais dire. Moi, Jésus ne me manque pas, Thierry, dans cette conversation. Ça va. Je sais. Mais bon, si vous voulez, on vous écoute. Non, mais il y avait le chapitre des émotions qui résonne beaucoup avec tout ce que nous avons évoqué, qui est très important, qui mériterait qu'on en parle. Mais bon, alors, je reste sur cette conviction, moi, que ce joyau de vie qui est au cœur de chacun de nous et qui est au-delà de l'incarnation. J'ai lu récemment, j'ai relu un truc, dans l'islam, il est dit que l'âme est insufflée dans le comment on appelle ça,
enfin dans le nouveau-né, enfin pas dans le nouveau-né, dans le ventre de la mère, est insufflé au bout de 40 ou 120 jours. Je n'ai toujours pas compris si c'est 40 ou 120 jours. Et donc, la vie commence et l'âme est pluguée dans ce nouvel être vivant 40 ou 120 jours après le début de la conception. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'effectivement, donc, comment ça marche ce truc-là et qu'est-ce qui fait que nous sommes conscients et qu'est-ce qui fait que nous accédons à la conscience? Ça, c'est un grand, grand débat que je vous proposerai une autre fois. Qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce qui fait que nous distinguons la pensée et la conscience? Ça, c'est encore un autre très beau sujet, mais qui est au cœur de l'humain, parce que s'il n'y avait que la pensée, ben on aurait des gens intelligents mais finalement des Staline et des Hitler, parce que l'intellect humain est monstrueux éventuellement. Donc, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas simplement des cerveaux, des machines, des robots reptiliens, etc. D'où vient cette lumière qui est au cœur de chacun de nous, à mes yeux? Ça, c'est une grande question. Alors, comme il est 58, on ne va peut-être pas rentrer dans le débat, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine causerie. Qu'en pensez-vous? Avec grand plaisir. Parce que, gros sujet. Hein? Un gros sujet. Ah ça, Guillaume, je sais que pour vous… Je ne l'aborderai pas nécessairement de la même façon que vous, avec le plugin islamique ou Jésus. Mais, pour toutes les personnes qui sont là, ça fait 8 ans qu'avec Guillaume, nous échangeons en n'étant pas d'accord. On est d'accord sur beaucoup de choses, remarquez bien quand même. Mais Guillaume est toujours là. Guillaume est toujours là, visiblement. Et Thierry aussi, hein, parce qu'il aurait pu me virer. Il a le pouvoir de me virer quand il veut. C'est pour ça que je vais finir par avoir raison. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais oui. Il faut que la lumière dissipe les ombres chez Guillaume. La question, c'est quand, Thierry? Ah, le temps, vous savez, ça, on ne sait pas. Mais l'espérance étant ce qu'elle est, Étienne, vous le savez, il n'y a pas de limite. Bien. Grand merci pour votre présence et pour nos échanges. C'est un grand plaisir. Donc, je vais voir, je ne sais pas si je vais refaire une causerie avant les fêtes. Je vais regarder le calendrier, je ne suis pas sûr. Et puis, le livre va sortir en librairie le 10 janvier. Je pense que je vais avoir le livre imprimé bientôt. Et donc, je vous dirai quand le livre imprimé sera disponible. Je ne sais pas si je vais peut-être pouvoir le vendre moi-même, même s'il n'est pas encore en librairie. Mais ça, je suis en train de regarder. Parce que je suis assez impatient de voir cet objet invraisemblable. Deviens qui tu as à être. Donc, je vous dirai, et je vous dirai si… Vous voulez l'offrir à Noël, en fait. Hein? Enfin, vous le vendre pour Noël. Eh ben, ça pourrait être un très beau cadeau de Noël, je trouve, mais il faut… Avec un débat sur Jésus à Noël. Non, peut-être pas sur Jésus, mais sur en tout cas les émotions, sur la grâce, sur l'infini, sur ce qui fait que nous sommes des êtres humains et pas des animaux. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes convictions ou les mêmes foi sur le sujet, mais au fond, je crois qu'aucun d'entre vous n'est un absolu matérialiste. Donc j'ai de l'espoir. Voilà. En tout cas, peut-être que le jour de Noël, on le saura un peu. On sera un peu quoi? Matérialiste quand on ouvrira des cadeaux. Ah. Sauf si on reçoit votre livre, évidemment. Allez. Bon, bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci. Bonne soirée. Merci Thierry pour cette cause. Merci Thierry. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Merci. Au revoir.